Serigne Mboup, directeur général de la SAR. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Guy Quest, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Oumou Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Oumou Kalsomba. Bokarsi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Mag sur e-radio avec Oumou Kalsomba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général Groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio avec Oumou Kalsomba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et e-Comfort Sénégal. J'écoute le Business Mag sur e-radio avec Oumou Kalsomba. Quels sont les défis à relever pour une maximisation de la production agricole au Sénégal? Comment profiter pleinement des atouts dont dispose le pays pour recentrer au cœur de l'économie nationale le secteur agricole? Abdourahmane Faye, ingénieur agronome, expert associé à l'IPAR, auteur du livre Réussir l'agriculture sénégalaise, va répondre à toutes ces questions samedi de 11h à midi dans Business Mag sur e-radio avec Oumou Kalsomba. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique dans la longue marche vers le développement. Le secteur agricole est fondamental dans la mesure où il est le carrefour de plusieurs enjeux stratégiques. Penser et travailler au développement du système agricole à bien des égards relève de l'intérêt national. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous pencher sur une thématique, la suivante: enjeux et défis pour une maximisation de la production agricole au Sénégal. Pour en parler, Business Mag reçoit Abdourahmane Faye, ingénieur agronome, expert associé à l'IPAR, auteur du livre Réussir l'agriculture sénégalaise. Bonjour Abdourahmane, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Je vous remercie pour les progrès que vous faites. Je vous encourage aussi parce que c'est ma quatrième fois d'être dans votre groupe aujourd'hui. Je vois tous les progrès, les efforts que vous accomplissez. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous félicite pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes également le chef du bureau de formation professionnelle agricole au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Une question: comment se porte l'agriculture sénégalaise? Alors, une grande question. Oui. Une grande question parce que certainement la réponse dépendrait pourrait changer en fonction de la personne qui répond. Personnellement, je pourrais dire ni en bonne santé ni en grande difficulté. Bon an, mal an. Exactement. Et donc, il y a énormément d'avancées qui ont été faites. Mais il reste encore énormément de choses à faire et je crois que le plus important c'est se concentrer sur ce qui reste à faire. Et justement c'est ce qu'on va faire dans cette émission. Quels sont les points où ça ne marche pas et nous allons essayer au cours de l'émission de trouver des pistes de solutions. Alors d'abord pour savoir où ça ne marche pas, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on est attendu dans l'agriculture. On est attendu dans 4 domaines. Et c'est ça que vous appelez les enjeux, c'est-à-dire en matière d'agriculture, qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est d'abord de nourrir les Sénégalais, les populations sénégalaises. Ce n'est pas encore le cas. L'agriculture sénégalaise nourrit les Sénégalais à moins de 60% de leurs besoins. Et donc 40% de ce que mangent les Sénégalais est couvert par les importations alimentaires. Ça, c'est déjà une première chose et c'est un grand combat pour le pays. Pour un pays où la balance commerciale est déficitaire. Mais c'est le deuxième enjeu. C'est donc un peu contribuer à réduire ce déficit de la balance commerciale parce que, pour être précis sur le cas de l'agriculture, la balance commerciale agroalimentaire, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire nous importons pour 600 milliards pour manger et nous exportons nos produits agricoles pour à peu près 200 milliards. Donc, le gap est énorme. Le gap est très énorme
Et non seulement il est énorme, mais il a tendance à se creuser d'année en année. Donc voilà, le deuxième enjeu, c'est donc la réduction du déséquilibre de cette balance. Le troisième défi qui est aussi un des plus importants, c'est la question de l'emploi, de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes est un grand problème pour notre pays. L'agriculture est attendue au tournant pour apporter une contribution importante et tous les espoirs aujourd'hui portent sur l'agriculture pour être un levier important pour la résolution de cette question d'emploi des jeunes. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'est pas encore proche de la solution parce que c'est plutôt que ce qu'on voit, c'est que les jeunes quittent l'agriculture pour aller dans les autres secteurs. Et donc c'est la tendance inverse pour laquelle on se bat toujours. On n'a pas encore réussi à inverser la tendance. Le quatrième domaine où on est attendu, c'est ce qu'on appelle la valorisation des ressources naturelles. C'est-à-dire l'agriculture a ça de particulier qu'elle met en valeur les ressources naturelles. Une terre ne sert que si elle porte une agriculture. Une terre qui n'a pas de ressources sous sa terre, si elle ne fait pas de l'agriculture, si elle ne fait pas de l'élevage, si elle ne fait pas de la forêt, etc. Parce que quand je parle de l'agriculture, je parle de l'agriculture au sens large. Donc, cette question de valorisation des ressources naturelles également est une grande préoccupation pour notre pays. Parce que nous sommes un pays sahélien. Quand on dit pays sahélien, ça veut dire une pluviométrie aléatoire, une disponibilité insuffisante de l'eau et une accessibilité très coûteuse et très lourde à l'eau, d'abord pour boire, mais surtout aussi pour produire. Et cette question des ressources naturelles également, s'ajoute à ça ce qu'on appelle les changements climatiques. Ça fait que ces ressources naturelles sont presque dans une logique de péril dans notre pays. Donc voilà les 4 domaines sur lesquels l'agriculture est attendue, et dans chacun des domaines, il y a plus de préoccupations, il y a plus d'inquiétudes, malgré les succès que l'on enregistre. Voilà, nous allons nous pencher sur vous avez parlé tout à l'heure des terres inexploitées. Nous allons prendre l'exemple de la vallée de l'Anambé. Il y a des problèmes, il y a une absence de main-d'œuvre. Cela cache derrière un manque de financement, un manque d'infrastructures. Comment voyez-vous ces milliers de terres comme ça abandonnées qui pouvaient quand même servir à augmenter la productivité agricole nationale? Oui. Vous savez, c'est parce que d'abord, l'agriculture, il faut savoir ce que c'est. C'est un domaine qui est particulier. Parce que l'agriculture, c'est d'abord un secteur où il est marqué par une pénibilité du travail. C'est-à-dire, c'est dur de faire de l'agriculture. Il faut qu'on se le dise. Parce que à des moments, on a donné l'impression de faire appel aux jeunes dans l'agriculture en ne leur disant pas cette vérité. L'agriculture, c'est un métier dur. L'agriculture, ça demande beaucoup de moyens si on veut gagner beaucoup d'argent. Si on a peu de moyens, on y survit, on y gagne très peu d'argent. Donc, celui qui veut avoir beaucoup d'argent, il faut qu'il vienne avec beaucoup d'argent dans l'agriculture. Et l'agriculture, c'est également une activité aujourd'hui où les marges bénéficiaires ne sont pas très consistantes. Pourquoi? Parce que le producteur qui produit, il vend sur le marché, et sur le marché, c'est le consommateur. Et le consommateur, lui, il cherche à acheter moins cher, pendant que le producteur, il cherche à vendre plus cher. Et entre les deux, il y a les politiques commerciales qui, malheureusement, aujourd'hui, font qu'on a tendance plus à favoriser le consommateur en maintenant les prix à leur niveau, plutôt que c'est au détriment de l'agriculteur qui lui a besoin de prix élevés pour vendre, avoir des revenus, consommer et réinvestir dans son agriculture. Et c'est ça un peu la difficulté, ce qui fait qu'on peut aménager les terres avec les moyens publics. On pense que ça suffit pour attirer les jeunes, mais la question du revenu et la question de la pénibilité du travail doit être également résolue pour avoir les résultats qu'on en attend. Nous allons continuer à parler de fonds d'investissement. Alors, quels sont les investissements agricoles au Sénégal en pourcentage des dépenses publiques? Sont-ils suffisants ou pas? Alors, si on prend une donnée générale, je veux dire... Allez-y, oui. Si on prend une donnée générale,
Je veux dire, on commence d'abord par le budget. L'agriculture, c'est le 9e budget du Sénégal. C'est-à-dire, si on compte du budget le plus grand au budget le plus petit, sur les 35 ministères, l'agriculture occupe la 9e place, si je ne me trompe. Donc, ce n'est pas une part qu'on peut dire négligeable. Mais en plus de ce budget-là, énormément de financements viennent également dans l'agriculture à travers les partenaires au développement. Ce qui fait que si on se réfère également à un autre indicateur, ce qu'on appelait la directive de Maputo, où l'Afrique demandait aux Africains d'investir 10% de leur budget dans l'agriculture, le Sénégal a été à un moment donné au-delà même de 11%, entre 11 et 12%. Mais tout ça, après, on s'est rendu compte que c'est pas des indicateurs pertinents parce que on peut bien augmenter les moyens qu'on apporte à l'agriculture sans que cela ne corresponde à une évolution positive dans le secteur. Il y a d'autres paramètres qui doivent entrer en jeu. Oui, tout à fait. Et c'est justement ça le fond, parce que tel que vous avez posé votre question dans le débat, vous mettez le focus sur la production agricole, la productivité agricole. Ça, c'est une erreur qu'on a toujours commise parce que on a toujours pensé et induit l'opinion à penser la même chose, que le développement de l'agriculture, c'est l'augmentation de la production agricole. Ce qui est loin d'être le cas. Justement, les techniciens de l'agriculture, ce qu'on leur apprend à l'école, c'est d'abord de comprendre que le développement de l'agriculture, ce n'est pas l'augmentation des productions agricoles. Le développement de l'agriculture, c'est le développement des exploitations agricoles. L'exploitation agricole, c'est quoi? C'est là où moi je suis né, d'un père et d'une mère qui sont agriculteurs. Je les ai trouvés avec 6 hectares de terre. J'ai eu des frères et des sœurs. Et nous avons eu du matériel pour travailler et toute la famille, nous travaillions sur ces terres-là et sur ces animaux-là. Et c'est de ça que nous vivions. C'est ça qu'on appelle l'exploitation agricole. Eh bien, mon père avait 6 hectares de terre. Il a 8 enfants, j'ai 8 frères et sœurs. Et aujourd'hui, mon père n'est plus là. Il faut qu'on se partage ces 6 hectares de terre. Si on se partage ces 6 hectares de terre, chacun de nous aura peut-être 1 hectare de terre ou moins. Ça veut dire, nous, on aura eu moins d'hectares que notre père. Alors, si on a moins d'hectares que notre père et que nos descendants ont moins d'hectares que nous, vous voyez ce que ça donne comme logique dans l'agriculture. C'est-à-dire, ça cache le problème du foncier. Exactement. Ça cache le problème du foncier, mais je l'appellerais plus le problème de l'agraire. Parce que au Sénégal, on a trop tendance à mettre l'accent sur la réforme foncière. La réforme foncière qui est une politique qui tente de donner du titre à la parcelle, au foncier, à la terre. Alors qu'en fait, la réforme agraire, c'est celle qu'il nous faut. C'est celle qui fait en sorte d'éviter que d'une génération à l'autre, que le patrimoine foncier se fragmente, se morcelle, au point que, au finish, il finit par disparaître. C'est ça qui fait que, d'abord, c'est là où on peut comprendre la différence entre augmentation des productions et développement de l'agriculture. S'il y a plus d'agriculteurs qui cultivent sur moins de terre, naturellement, il peut y avoir plus de production, mais ça ne correspond pas à un développement. Parce que là où mon père avait 6 hectares, sur chaque hectare, s'il gagnait 100 000 francs, il avait 600 000 francs. Mais moi, aujourd'hui, son descendant, je n'ai qu'un hectare. Comment régler cette problématique? Par une politique. Il faut une politique. Mais on a et la politique, on a tellement de programmes, on a tellement. C'est ça, mais jusqu'à présent, les choses ne bougent pas. C'est ça le malheur. C'est l'impression que tout le monde a, qu'on a tout essayé, mais on n'a pas encore la solution. Personnellement, et en rapport avec moi, mes réflexions personnelles, on n'a pas tout essayé. Parce qu'une politique, c'est d'abord un consensus. C'est d'abord une vision et c'est d'abord un leadership. Sur tout ça, on n'a pas suffisamment travaillé. Et si on avait le temps de remonter les politiques depuis 1960 jusqu'à maintenant, il est facile, et ça apparaît clairement dans mon livre, de voir là où est-ce qu'il y a eu des déviations, il y a eu des erreurs, il y a eu des
des détournements d'objectifs, etc. Et qui ont fait que je crois qu'il suffit qu'on sache regarder les choses en face pour pouvoir corriger les problèmes. Ce que je retiens de positif dans ce que vous venez de dire, vous avez dit que rien n'est perdu. Contrairement à ce que tout le monde pense. Donnez-nous les pistes. Alors, la première piste que j'ai donnée tout à l'heure, c'était d'abord d'attaquer cette réforme agraire. En quoi faisons? La réforme agraire, c'est d'éviter que le patrimoine foncier se morcelle et se rapetisse de génération en génération. Il faut une loi sur ça. Quand moi, j'ai mes frères et mes sœurs, on hérite du champ, des terres de mon père, la loi doit interdire que, au moment de l'héritage, que chacun prenne un morceau. Est-ce que ce sera facile de faire ça, puisqu'il y a des facteurs socio-culturels aussi? Rien n'est facile. Rien n'est facile. Comment contourner ces facteurs socio-culturels? Parce qu'on parle d'héritage aussi. Mais la politique, c'est résoudre des problèmes. La politique, c'est attaquer des obstacles. Mais quand la politique, c'est contourner les problèmes ou fermer les yeux devant les problèmes, on n'arrivera pas aux solutions. Dans le livre que j'ai écrit, j'ai fini par dire, je prends pour mien les propos que j'entends qui sortent des milieux des producteurs, des organisations de producteurs. Ils réclament les états généraux de l'agriculture et du foncier. Tant qu'on n'aura pas ces assises où on se parlera les yeux dans les yeux pour nous dire, voilà, le chemin, il est très difficile, mais c'est dans ce chemin-là, c'est dans ça qu'il faut qu'on aille, on va démarrer les choses et les laisser sur la route. Se parler les yeux dans les yeux, c'est une bonne chose, mais après l'application... Mais l'application des choses qui ont été retenues, c'est ce qui font bouger les choses. Notre pays est organisé. L'agriculture, c'est une diversité d'acteurs. Quand on se parle les yeux dans les yeux, il faut maintenant passer à la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, il y aura toujours des résistances, mais la politique, elle est faite pour traiter ces résistances-là, traiter ces sentiments-là et progresser lentement, mais sûrement. Mais je suis en train de dire le plus difficile reste à venir, pour essayer d'amener ceux qui pensent, qui sont dans l'enthousiasme, qui pensent que puisqu'on est sur une logique d'augmenter les productions, on peut fêter. C'est pas, à mon avis, du tout ça. Il faut attaquer les choses par ça. C'est pas seulement la question de la réforme agraire, ce n'est qu'un élément. Cette question de marché dont j'ai parlé également. Voyez, le prix du riz, depuis quand il n'a plus augmenté dans notre pays? Ça fait depuis très longtemps. Et ça, c'est une politique que l'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Si le prix du riz n'augmente pas, le prix au producteur de riz est bloqué. Si le producteur gagne le même revenu depuis 10 ans, c'est parce qu'il a une parcelle de riz, c'est 1 hectare. Depuis 10 ans, il sait qu'il produit 5 tonnes, 4 tonnes là-dessus, mais il a le même revenu pendant ce temps. Tout ce qu'il achetait avec ce qu'il produisait sur cette parcelle de riz-là a augmenté. Donc, c'est la qualité de vie, c'est le revenu qui se dégrade. Et pourquoi? Parce qu'il y a une politique qui veut que le consommateur ne râle pas et qu'il achète le riz toujours moins cher ou en tout cas au même prix. Ça aussi, c'est une politique qu'il faut. Mais, donc, c'est pas un levier, mais c'est tout un système sur lequel il faut agir, et c'est valable dans les autres. Nous allons aborder un point pour voir si ça râle ou pas, c'est-à-dire la distribution des intrants et des semences d'engrais, une étape importante dans le processus, dans le secteur agricole. Et justement, est-ce que les choses se font dans les règles de l'art? Et avant votre réaction, nous allons écouter en amont certains acteurs du secteur dans un sujet réalisé par Ousmane Gueye. Une plus grande transparence à travers la digitalisation de la distribution des semences, une bonne chose pour Ibrahim Badiane, sauf que selon lui, la tâche va être compliquée quand on veut se passer des intermédiaires. On ne peut pas
doit vraiment servir les producteurs sans passer par ces intermédiaires. Il faut essayer de limiter le dégât. Le gouvernement n'achète jamais. Le porte-parole du CNCR, Sidiba, pas de cet avis. Tout ce qui participe à la transparence et à la bonne gestion de la distribution des intrants agricoles, le CNCR est preneur. Et nous souhaitons que cela puisse se passer dans la plus grande transparence, comme je l'ai dit tantôt, et que ceux qui fournissent les données pour cette digitalisation-là soient des gens très propres, très clean, pour qu'ils fournissent la bonne information à celui qui doit prendre les décisions. Le président de l'association des paysans du bassin arachidier, Ibrahim Badiane, pense que des opérateurs crédibles, pourraient bien faire la distribution. L'État peut vraiment essayer d'amortir les dégâts. Vous savez, il y a des opérateurs qu'on nomme des opérateurs et qui ne sont pas crédibles parce qu'ils n'ont rien pour être des opérateurs. Donc, quand vous cherchez des opérateurs crédibles et sérieux, ils peuvent vraiment être des intermédiaires sans que vraiment les bénéficiaires ne soient pas pénalisés. Des opérateurs crédibles et compétents, ajoute Sidiba. Si on privilégie ce genre d'organisation, là je pense que ce problème-là peut être réglé. Et peut-être on n'a pas la prétention de tous les besoins des producteurs en semences. Et qu'on sélectionne parmi les opérateurs sérieux qui ont une expérience avérée sur la technique et la production des semences, qu'ils soient sélectionnés et retenus et de concert avec les organisations de la société civile, de concert avec les plateformes paysannes. À l'heure actuelle, que d'opérateurs improvisés pour tout ce qui est niébé, arachide, de maïs, le constat est de Sidiba, d'où, selon le chargé de communication du CNCR, une plus grande vigilance de la part du gouvernement. Ousmane Gueye, merci infiniment à Abdourahmane Faye. Oui. Votre réaction la question des... Oui, la distribution des intrants. Oui, la distribution des intrants. Moi, j'ai eu accès à une recherche très crédible, très fine, qui a montré que le niveau élevé de gaspillage, de déperdition dans ce système-là. Et c'est vrai maintenant où on en est, où on dit est-ce qu'il faut des opérateurs, etc. Mais je voudrais rappeler l'histoire des opérateurs. Allez-y. Avant 1960, c'est les traitants qui étaient là, c'est-à-dire c'est les Blancs, c'est les Européens, les colonisateurs. Le paysan n'avait rien d'autre à faire que de produire et après, on lui achetait son arachide au prix qui était fixé sans lui. Et ça, c'est les traiteurs qui amenaient ça en Europe. Le paysan ne servait plus à rien après. Quand on a fait l'indépendance, Senghor a voulu lutter contre ce système. Il a dit, plutôt que d'avoir des traitants qui prennent les graines des paysans pour les amener ailleurs, regroupons les paysans, donnons-leur les moyens de eux-mêmes collecter, regrouper et puis commercialiser avec des transformateurs. Et donc ça, le système des intermédiaires, presque il n'existait plus. C'est le système de coopération, de coopérative qui existait à ce niveau-là. Ça a joué de 1960 à 1980, intervenu ce qu'on a appelé les ajustements structurels. C'est-à-dire parce que dans ces coopératives paysannes, il y avait une implication importante de l'État. Et donc, quand est intervenu cet ajustement structurel, ça voulait dire quoi? L'État n'a plus les moyens d'être présent dans les secteurs économiques. L'État doit sortir du système économique et le laisser aux acteurs. L'État sort du système de coopérative, de coopération des arachides, sur l'arachide, mais les agriculteurs n'étaient pas suffisamment mûrs pour pouvoir prendre en charge toutes les fonctions que l'État gérait. Eh bien, le système s'est mis en difficulté et puisque l'État est parti, un vide s'est créé, les opérateurs sont ressurgis. Et ils redeviennent des intermédiaires. Et l'État laisse faire. Maintenant, aujourd'hui, depuis 1999, on est sorti de la libéralisation, mais cette question de la prise en charge de l'ensemble de la filière par les paysans, les producteurs, elle reste toujours en suspens. Parce que le régime passé a inventé un système de coopératives pour faire revenir les coopératives. Et celui-là même a nommé un ministre chargé d'accompagner les organisations paysannes pour refaire ça. Mais ça n'a pas encore du tout donné. Donc, ce que je veux dire, c'est que de 1960 à 2020, c'est quand même 60 ans. Alors, en 60 ans, il faut qu'on sache, est-ce qu'on continuera de dire le paysan a besoin qu'on fasse ceci et cela pour lui, ou bien est-ce qu'on dira
est-ce que le paysan est à l'âge de pouvoir prendre au maximum possible les choses qui relèvent de son intérêt, et on passe par les organisations paysannes, on les renforce, on les appuie, et ça, il faut une politique pour ça. Il faut une politique qui fasse ce choix-là. Maintenant, sans que ce soit plus maintenant une politique où l'État vient prendre la place des paysans et faire les choses. Et là, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont possibles. Parce que sans que l'État le fasse, malgré même les résistances à certains moments de l'État, les organisations paysannes sont nées au Sénégal, ont grandi et aujourd'hui sont des interlocuteurs crédibles de l'État. Ils participent à toutes les élaborations politiques de l'État, à toutes les conceptions politiques de l'État. Ils occupent un espace extrêmement important, surtout en matière politique. Mais il ne reste surtout maintenant qu'à entrer dans cette infrastructure, dans cette organisation politique, pour essayer de promouvoir les aspects économiques de l'agriculture, c'est-à-dire faire en sorte que si les paysans veulent des semences, les paysans sont en organisation, ils cultivent les semences, ils conservent les semences, ils revendent les semences entre eux. Si les paysans veulent commercialiser l'arachide avec la Sonacos ou bien avec d'autres privés, que les paysans puissent avoir les moyens de leur coopérative de collecter leur propre arachide, d'avoir leur propre point de vente et de négocier des prix qui leur sont convenables avec les gens qui sont intéressés à acheter les arachides. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, plutôt que de voir qui est-ce qu'il faut sortir et quel autre il faut sortir. Donc quand je dis, c'est toujours la politique, qu'on nous oppose, qu'on m'oppose que mais on a tout fait, mais non, voilà quelque chose par exemple qu'on n'a pas fait. Ce sont ces choix politiques-là sur lesquels on ne s'est pas suffisamment entendu. Et voilà, tant que les acteurs n'auront pas discuté autour de ça, quelle doit être la place à octroyer aux paysans 60 ans après l'indépendance? Est-ce qu'on va continuer dans ce système-là où chaque année c'est les mêmes qui gagnent, les mêmes qui perdent? Je ne crois pas que ça puisse être ça l'avenir de l'agriculture. Abdourahmane Faye, ingénieur agronome associé à l'IPAR, auteur du livre Réussir l'agriculture sénégalaise, l'invité de Business Mag. Je rappelle que vous êtes en direct sur la 90.3 iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Vous avez touché du doigt une filière importante qui traverse une crise, l'arachide. Une grande crise. Oui. Et voilà, malheureusement, quand tu le dis, on te dit mais non, parce que maintenant on a atteint des records de production. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Cette année, on a annoncé officiellement qu'on a eu 1 400 000 tonnes d'arachide. Je rappelle qu'en 1976, la production d'arachide collectée au Sénégal, je dis bien collectée, parce que ici c'est pas la production collectée. La production collectée c'est 500 000 tonnes. C'est ça qui est sûr. Le reste on dit il y a de la consommation, il y a de la transformation, il y a de ceci, et donc le tout est estimé à. Mais 1976, la production collectée dans les coopératives c'était 1 600 000 tonnes. Ça veut donc dire que même si on est en train de faire des progrès, on n'a pas encore atteint le record de 1976. Et en 1976, il y avait moins de 2 millions de Sénégalais qui cultivaient l'arachide. Aujourd'hui, il y en a 4 800 000. Moins de 2 millions faisaient 1 600 000 tonnes. 4 800 000 font 1 400 000 tonnes. Où se situe le problème? D'abord dans ce que je viens. Qu'est-ce qui secoue la filière arachidienne? D'abord, ce que je viens de dire, c'est que on a vécu 20 années d'ajustement structurel. Vous savez, l'ajustement structurel, ça veut dire le secteur est abandonné à lui-même. Oui. L'État ne faisait plus rien. Et quand le secteur est abandonné à lui-même, alors qu'il était habitué à recevoir chaque année des intrants, des engrais, des outils, etc., tout ça, quand ça ne vient plus, qu'est-ce que le paysan fait? Sans moyens, il surexploite sa terre et il appauvrit année après année sa terre. Et quand la terre s'appauvrit, les rendements baissent. Les rendements ont baissé. 1. 2. Cette terre sur laquelle c'est sur 1 hectare qu'on travaillait, aujourd'hui ce n'est plus 1 hectare sur 1 hectare. Cet hectare est devenu 4 quarts d'hectare.
et sur chacun de ces quarts d'hectare, c'est autant de personnes qui travaillent là-dessus qu'il y a 10 ans, 20 ans. Donc, si autant de personnes travaillent sur un quart d'hectare, mais vous voyez, ça encore augmente la surcharge. Et 10 personnes qui dépendent de 1 hectare, c'est 10 personnes qui sont plus pauvres qu'avant. Donc, cette crise, c'est une crise structurelle. Elle est liée au fait que les terres sont surexploitées. Après, on peut dire, oui, la pluviométrie, etc. La pluviométrie au Sénégal, on a connu une crise, mais depuis 2002, la pluviométrie a augmenté d'au moins 30%. Donc ça, le niveau de pluviométrie, ce n'est maintenant ce qu'on appelle les changements climatiques, etc. Tout ça est venu jouer dedans. Mais je dis, la base de tout dans l'agriculture, c'est cette exploitation agricole qui n'a pas la capacité de réagir et de s'adapter pour absorber les chocs quand ils viennent de l'extérieur. Et c'est sur cette exploitation agricole qui est à la base, c'est sur ça qu'on n'a pas une politique claire. Dans l'exploitation agricole, quand tu pars, tu trouves 4 choses. Ce n'est pas 1000, mais personne ne travaille dessus. L'exploitation agricole, c'est de la terre. Quand je dis c'est de la terre, il faut une politique qui évite le morcellement de la terre, l'éclatement du patrimoine foncier, qui favorise le regroupement du patrimoine foncier en vue de son agrandissement. C'est possible. Tu trouves le travail, c'est les membres de la famille qui travaillent dessus. Si vous allez dans les exploitations agricoles, seuls les gens qui n'ont pas réussi à l'école restent dans l'agriculture. Seuls les gens qui ont échoué ailleurs restent dans l'agriculture. Quand tu restes dans l'agriculture, c'est parce que tu es refoulé de l'école, et quand tu reviens dans l'agriculture, tu n'as plus aucune chance de recevoir de la formation ou de l'éducation sur les questions agricoles. Donc, une main-d'œuvre qui est à ce niveau abandonnée à elle-même, ce n'est pas possible, parce que l'agriculture serait le seul secteur où on cherche à faire du développement avec des gens qui sont exclus de l'école et de l'éducation et de la formation. Cela n'est pas possible, parce que l'agriculture, l'exploitation agricole pour l'agriculture, c'est l'entreprise pour l'économie. Oui. Si dans cette entreprise-là, vous y admettez plus de gens qui n'ont pas été à l'école que de gens qui ont été à l'école, ça ne marcherait pas. Alors, ensuite, il y a les équipements. Tout le monde sait dans quel état c'est, malgré le travail énorme que l'État fait. Il faut trouver un autre système qui facilite l'accessibilité et qui amène du matériel adapté, etc. Commander 1000 tracteurs de l'extérieur et venir les envoyer dans le monde rural, ce n'est pas du tout une solution au problème, parce que le problème n'est pas un problème homogène. Il faut bien comprendre la situation, distinguer les choses au cas par cas, et pour chaque problème apporter la solution qui est adaptée. Ce n'est pas le cas. La 4e composante, c'est l'eau. À certains moments dans les villages, les gens ont même du mal à avoir de l'eau pour boire. De l'eau potable, oui. Eh bien, quand tu n'as pas de l'eau pour boire, tu n'auras pas de l'eau pour faire boire la terre. Et quand tu n'as pas de l'eau pour faire boire la terre, tu dépends de l'eau du ciel. L'eau du ciel, elle tombe 3 mois. En tout cas, pour notre pays, oui. Oui, et après, tu attends la prochaine saison. Non. Ça a un impact, oui, sur exactement. La production. Donc, voilà. Donc, là où je dis, c'est là où le débat n'est pas encore suffisamment engagé. Et moi, à l'occasion de mon livre, je me suis dit, mais c'est peut-être aujourd'hui l'occasion, parce qu'on nous parle de ressources de pétrole. Oui. On nous parle de gaz. Surtout le gaz. On nous parle de beaucoup d'argent qui va arriver. Ce beaucoup d'argent qui va arriver là, mais comment est-ce qu'on va se le répartir? Jusque-là, dans le secteur, les acteurs de l'agriculture, je n'ai pas entendu qu'ils se sont emparés de cette question pour dire quelle sera la part de l'agriculture, surtout avec sa situation actuelle, quelle sera sa part de ces ressources-là et qu'est-ce qu'on en fera. Si ces ressources ne permettent pas à l'agriculture d'avoir de l'eau dans chaque exploitation et en permanence, s'ils ne lui permettent pas d'avoir le matériel adapté à sa situation, s'ils ne lui permettent pas d'avoir un accès à la formation, aux technologies de ces travailleurs, et s'il ne permet pas maintenant de pouvoir avoir une politique de regroupement des terres,
c'est-à-dire on aura du pétrole, mais l'agriculture aura trinqué. Le gaz est une aubaine aussi pour l'engrais. Vous êtes, oui, voilà, exactement. Vous êtes ingénieur agronome, je ne vous apprends rien. Avec la pétrochimie et le gaz, on peut faire de l'engrais et ça va réduire notre facture d'importation qui est très chère. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il faut qu'on s'y prépare et que dès à présent qu'on pose le débat et qu'on puisse savoir comment est-ce que ces ressources pétrolières qui sont une manne et qui va arriver chez nous, comment est-ce qu'elles vont servir à booster d'autres secteurs, mais surtout le secteur de l'agriculture qui en a besoin, parce que aujourd'hui les subventions qu'on met, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est simplement à cause de leur niveau. Dépenser énormément d'argent, 30 milliards du budget de l'État, si tu vas chez les producteurs, ils te disent j'ai reçu 2 kilos ou 3 kilos. Alors qu'il en a besoin de 150 kilos. C'est donc pas. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut également approfondir le débat. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ce qu'on doit encore dire et faire pour l'agriculture, on n'a pas encore posé les vrais débats. Avec tous les problèmes que vous venez d'identifier, est-ce qu'on peut même parler de transformation agroalimentaire dans une perspective d'exportation? Il faut d'abord régler la production. Voilà. Ah, mais c'est clair, parce que la transformation, l'offre de la transformation, c'est la production. Donc, si cette question de production n'est pas réglée, tu mettras des entreprises de transformation, les machines vont tourner à vide. Donc, et ça, il n'y aura pas de rentabilité. L'enjeu aujourd'hui, c'est comme vous l'avez posé, c'est la maximisation de la production. Mais la maximisation de la production, c'est pas augmenter les engrais qu'on donne ou les semences qu'on donne. Il faut agir sur la transformation des exploitations agricoles. Et ça, c'est là où la politique n'est pas encore suffisamment explicite. Hier, des experts se sont réunis pour parler du déficit de la balance commerciale et ils misent sur l'agriculture pour rééquilibrer, voire avoir un balance, pour rééquilibrer notre balance commerciale. C'est utopique. Est-ce que c'est faisable? Alors, ensuite, dans une perspective toujours, excusez-moi, d'exportation, puisque nous sommes dans un marché maintenant ouvert avec l'avènement de la ZLECA, mais il y a un autre problème qui se cache derrière, les infrastructures. Pour pouvoir vendre, il faut quand même les infrastructures qu'il faut. Tout à fait. Mais je crois que c'est plutôt la question, c'est dans quel ordre il faut faire. Voilà. Faut faire les choses. Parce que moi, je vois avec le PUDC, avec toutes les routes qu'on construit, les autoroutes, etc., le pays est de plus en plus doté en infrastructures. Mais je veux dire, si on met une piste qui rentre en profondeur dans une région qui était isolée, oui, ça permet de sortir les produits. Mais il faut d'abord produire ces produits. Donc, les produits sont produits sur ces champs-là. Quelle est la politique qu'il faut mettre sur ces champs-là pour pouvoir avoir des produits et les sortir? Et si cela n'est pas concomitant, eh bien, le temps que la politique produise ses effets, la route qui était déjà sortie commence à se dégrader. Donc, les cultures aussi vont pourrir. Tout à fait. Donc, le constat est clair. Tout le monde pense que pour résorber la question de la balance du déséquilibre de la balance agroalimentaire, il faut agir sur la production. Oui, ça c'est la recette. Comment le faire? Mais le mal est profond, il faut aller à la base. Mais oui, exactement. Et la base, je répète encore, c'est l'exploitation agricole. Et vous savez, quand on va à la base, tout le problème c'est que même cette base-là, elle est méconnue. On ne la connaît même pas. Aujourd'hui, les chiffres qui existent, on te dit, au Sénégal, il y a 450 000 exploitations agricoles. C'est un chiffre de 1999. 1999. Depuis lors, on n'a plus compté, alors que ce chiffre-là, il était de 750 000 en 1960. Donc, en 1999, c'est 450 000. Ça veut dire donc, vous voyez comment ça a évolué. Aujourd'hui, on ne sait plus c'est combien. Maintenant, le dernier recensement nous a apporté des informations en disant que c'est 750 000 ménages. Vous savez, le ménage, c'est différent de l'exploitation. Et c'est le signe qu'on n'a pas encore saisi les choses par les vrais enjeux. Parce que on commet l'erreur d'utiliser les indicateurs, les outils de mesure de l'entreprise formelle. On veut les utiliser pour l'agriculture. Or, dans l'agriculture, dans l'entreprise formelle, il y a un distinguo entre le ménage et l'entreprise. Parce que le ménage, c'est le lieu de consommation,
L'entreprise, c'est le lieu de production. Mais si tu vas dans l'agriculture, l'exploitation agricole, c'est à la fois le lieu de consommation et le lieu de production. Et donc, c'est ça qui fait toute sa différence, que pour saisir la réalité dans cette exploitation familiale, il faut d'autres outils de mesure qui ne sont pas... Donc, on ne compte pas les ménages dans le monde rural. Dans l'agriculture, on doit compter les exploitations agricoles. Au regard, Abdourahmane Faye, de tout ce que l'on vient de dire, des problèmes qui ont été identifiés, alors, comment réussir l'agriculture au Sénégal? Permettez-moi de vous paraphrer, car c'est le titre de votre livre récemment publié. Alors, le titre, j'ai omis trois sous-titres. Parce que le titre complet, c'est « Réussir l'agriculture sénégalaise ». 2 points. Déconstruire les utopies, changer le cap et écouter les paysans. Faites-nous une synthèse en 2 minutes. Bon, donnez-nous les clés en 2 minutes. D'abord, déconstruire les utopies, c'est c'est éviter de penser qu'il suffit de le vouloir pour envoyer tous les jeunes des villes vers les campagnes. Je viens de dire, l'agriculture, c'est un métier pénible, c'est un métier à faible marge, c'est un métier à forte intensité de capital. Tout ça nécessite une préparation. Ça veut dire que on a tendance, à travers nos politiques, à oublier cette grande masse qui vit de l'agriculture malgré ses rigueurs et à nous occuper à attirer une minorité que l'on pense que quand elle va arriver, les choses vont changer. Et donc je dis, je préfère qu'on mise sur les agriculteurs qui sont là et qui peuvent évoluer progressivement et amener les choses à plus grande échelle, plutôt que de les oublier pour miser sur quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment au niveau, c'est ça que j'appelle, il faut déconstruire les utopies. Il faut changer le cap. Le cap, et ça c'est personnel, ça c'est ma compréhension. Je crois plus à l'agriculture familiale qu'à l'agriculture de business. Ça, c'est le CRS de Niakhar qui parle. Oui, bon, c'est pas grave. Ça c'est donc un autre cap. Écouter les paysans, c'est que les pays qui ont écouté leur paysannerie ont réussi leur révolution agricole de façon silencieuse, et c'est un beau jour qu'ils ont surpris tout le monde. Je parle de la Chine, je parle de tous les pays asiatiques. Exemples ne manquent pas. Ils se retrouvent. C'est des pays qui ont misé sur leurs agricultures paysannes, et ça a pris une décennie, ou une génération, 2 décennies, et après ça a été dur, mais on y est arrivé. Nous, on a l'impression de vouloir prendre le raccourci. C'est là où je dis donc, il faut déconstruire les utopies, il faut changer le cap, aller miser plus vers l'agriculture familiale et s'appuyer sur les paysans. À présent, le tour d'horizon de l'actualité économique d'ici est d'ailleurs axé sur l'agriculture. Awa Diop en fait son affaire. Démarrons ce tour d'horizon de l'actualité économique d'ici et d'ailleurs par le déluge de criquets pèlerins qui dévastent les champs des pays de la Corne de l'Afrique. Et pour faire face, l'Agence américaine pour le développement international compte apporter une assistance financière de 8 millions de dollars afin de participer aux opérations de lutte aérienne et terrestre contre les criquets pèlerins en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. D'après la dernière mise à jour de l'Observatoire acridien de la FAO datant du 17 février dernier, la situation reste critique avec une nouvelle génération issue de la reproduction des insectes qui fait planer le spectre de l'insécurité alimentaire sur cette région. Cette enveloppe financière porte à 9 millions de dollars la contribution totale du gouvernement américain à la réponse humanitaire contre les criquets pèlerins en Afrique de l'Est. Pour rappel, selon la FAO, 1 km² d'essaim de criquets pèlerins peut représenter jusqu'à 40 millions d'individus adultes. Cette population consomme en une journée autant de nourriture que 35 000 personnes, en considérant une consommation humaine de 2,3 kg d'aliments en moyenne par jour et par tête. Au Bénin, le prix plancher garanti de la noix de cajou poursuit sa chute en 2019-2020. Le kilogramme de la matière première va s'échanger à 325 francs CFA sur le marché intérieur selon le gouvernement. Il s'agit de la seconde baisse consécutive du tarif d'une année sur une autre après le passage du prix de 650 francs CFA le kilogramme à 400 francs CFA le kilo de 2017 à 2018 à 2018-2019. Si l'État ne précise pas les raisons du recul, l'exécutif souligne que la fixation
l'augmentation de ce moment résulte d'une évaluation objective de la campagne écoulée ainsi que les tendances des prix sur le marché mondial du cajou. La campagne 2019-2020, rappelons-le, sera lancée le 19 mars à Djougou dans le nord-ouest du pays et devrait prendre fin le 31 octobre prochain. Pour rappel, le Bénin avait pour objectif de réaliser une récolte de 171 000 tonnes de noix de cajou en 2018-2019 contre 140 000 tonnes un an plus tôt. La filière anacarde représente 8% de la valeur des exportations selon les données de l'Organisation mondiale du commerce. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, le mauvais temps et les entreposages accrus pourraient impacter les ventes de cacao durant la campagne intermédiaire 2019-2020, selon Agence Ecofin qui donne l'information, pendant que le vent sec et chaud lié au harmattan affecte déjà les plantations de cacaoyers. Certains négociants indiquent que les producteurs stockent leur cacao en prélude à la campagne 2020-2021 qui s'ouvrira en octobre prochain afin de profiter d'une meilleure rémunération. En effet, la dite saison devrait voir l'entrée en vigueur du différentiel de revenus décent de $400 sur chaque tonne de cacao écoulé, visant à améliorer les conditions de vie des exploitants. Selon les prévisions des acteurs interrogés par Reuters, le volume total de cacao convoyé vers les ports entre avril et septembre devrait être compris entre 350 000 et 500 000 tonnes contre 527 000 tonnes un an plus tôt. Au total, pour la campagne de commercialisation 2019-2020, un stock de 2 millions de tonnes d'or brun devrait être acheminé vers les principaux débouchés d'exportation, soit 180 000 tonnes de moins qu'en 2018-2019. Et bonne nouvelle pour le Togo où la filière cotonnière se porte bien depuis la restructuration en 2009 de la société cotonnière d'État. Les performances en termes de production ont cru de façon exponentielle en 10 ans et ils ont quintuplé, passant à plus de 400%. Concrètement, le pays est passé de 27 000 tonnes produites en 2009 à 137 000 tonnes en 2019. La dernière campagne a également rapporté plus de 24 milliards de francs CFA aux cotonculteurs, ce qui est un record pour le ministre de l'Agriculture. La NSCT est clairement l'une des sociétés d'État les plus performantes. Il faut noter que le Togo ambitionne de devenir une puissance cotonnière d'ici quelques années. Malawi, les perspectives de production de maïs s'annoncent positives en 2019-2020 selon des prévisions du ministère de l'Agriculture relayées par Ecofin. La récolte devrait s'améliorer de 8,8% en 2020 grâce aux plus abondantes et bien réparties entre novembre et janvier, la période de pic de croissance des cultures. Cette situation contraste avec les inondations provoquées l'année dernière par le cyclone Idai qui ont détruit plus de 70 000 hectares de cultures de maïs. La production de maïs du Malawi fluctue entre 2,9 et 3,9 millions de tonnes depuis 2008 en fonction des conditions météorologiques plus ou moins favorables. La céréale est cultivée par près de 69% des ménages et représente le pilier du secteur agricole qui génère 30% du produit intérieur brut et 75% des recettes d'exportation. Awa Diop Sène, merci infiniment. En 1 minute, le commentaire du Roundup axé sur l'agriculture. C'est le même problème pour l'Afrique. C'est d'abord des conditions d'environnement qui se dégradent de plus en plus. Les criquets, les sécheresses, les inondations, etc. Mais ensuite, un marché international qui n'est pas favorable aux produits agricoles. Qui n'est même pas accessible. Voilà les deux problèmes. Voilà les deux véritables problèmes. Le marché international n'est pas favorable. Vous savez, l'agriculture s'est développée en 2 périodes. On a connu au 15e siècle, au 16e siècle, la révolution agricole. Et ensuite, au XXe siècle, la révolution verte. C'est les 2 périodes. La révolution agricole, c'est en 1500. Ça a coïncidé. Chaque fois, le développement de l'agriculture coïncide avec un marché mondial favorable. Parce que à ce moment-là, le marché mondial était favorable parce que la population augmentait, le besoin d'alimentation augmentait et il y avait la révolution industrielle qui s'opérait. Donc les villes avaient besoin de main-d'œuvre, le travail manufacturé, il se développait. Donc les agriculteurs avaient le temps d'envoyer d'abord le surplus de main-d'œuvre agricole dans les villes et ensuite beaucoup de produits dans les villes. Et après, les villes leur envoyaient du matériel sophistiqué pour travailler. Ça, c'était la révolution agricole. La deuxième révolution, c'est la révolution verte, où également, c'est les 30 glorieuses. Pendant 30 années,
les prix étaient favorables sur le marché mondial. D'aujourd'hui, depuis 1975, nous justement, notre agriculture est entrée dans cette phase-là et ça a coïncidé avec des prix défavorables sur le marché mondial. Donc il faut qu'on le sache et qu'on sache que la politique agricole se fait à l'interne et non pas dans sa dépendance vis-à-vis du marché international. Le marché international ne peut pas constituer un débouché qui développe l'agriculture. Parole de Abdourahmane Faye, ingénieur agronome. La suite de l'émission après ceci. Le quiz. On va y aller rapidement. Le technicien me dit qu'il me reste que 3 minutes. On y va, vous êtes prêts pour le quiz? Allez-y. Allez, on y va. Je suis né le 17 janvier 1942 à Louisville, aux États-Unis d'Amérique. Je suis boxeur, décédé le 3 juin 2016. Qui suis-je? Alors, Mohamed Ali? Good. Yes. Révision de table de multiplication. 5 x 8? 40. Parfait. 8 x 9? 56. 76. 67. 72. 9 x 8, 72. Vous avez faussé. Le dernier combat, vous m'avez soufflé en off que vous êtes féru de lutte. Oui. Une question cadeau pour vous. Le dernier combat du lutteur sénégalais Tyson, l'opposé à qui? À Balagaïde. Good. Quelle est l'autre appellation du cacao? Cacao? Oui. Non, je ne connais pas. L'or brun. L'or brun, oui, on l'a dit tout de suite. Justement, Awa Diop l'a dit. Dernière question, devinette, Tchar en Wolof. Qu'est-ce qui possède un chapeau, n'a point de tête, a un pied et ne possède point de souliers? Je reprends. Qu'est-ce qui possède un chapeau, n'a point de tête, a un pied et ne possède point de souliers? C'est le I? Le champignon. Le champignon, oui, madame. Merci beaucoup. Merci. J'ai trouvé 3, j'ai faussé 2. Pour un serré, c'est pas mal. Voilà, c'est dans la moyenne. Merci beaucoup. Merci infiniment à Abdourahmane.